Ce qui importe vraiment, c'est où vous arrivez, et non la rapidité avec laquelle vous y parvenez, ni le nombre de personnes que vous impressionnez par votre agitation fébrile en cours de route. Cette citation est tirée du nouveau livre de Cal Newport, Slow Productivity. Dans cet ouvrage, l'auteur propose de repenser radicalement notre manière de gérer notre travail afin d'améliorer notre qualité de vie. Remémorez vos derniers jours. Est-ce que, chaque matin, dès votre arrivée au bureau, vous ouvrez l'ordinateur, puis directement 2 logiciels pour finaliser un délivrable et 3 pages web pour trouver une info importante que quelqu'un ne vous a pas transmise? Mais la sonnerie de votre téléphone retentit toutes les 10 minutes. Ensuite, intempestivement, une notification vous indique de l'arrivée d'un nouveau mail. Et ce n'est pas tout. Il y a encore les dernières urgences du jour à gérer. La journée défile sans la voir passer, journée après journée. Et les jours se transforment en semaines et les semaines en mois. Ça vous rappelle pas quelque chose? On passe la majorité du temps à être submergé par des tâches à faire. On travaille beaucoup, mais on n'arrive jamais à faire les projets importants, tels que faire des vidéos, faire de la musique, écrire, préparer ses vacances ou passer du temps avec ses amis. Quelque chose cloche dans nos quotidiens, quelque chose est à changer. On se doit de réinventer l'organisation du travail typique de notre époque. Fini les journées interminables à répondre à des mails, répondre au téléphone, manger un sandwich à midi en 10 minutes chrono, puis reprendre ses activités jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Du moins, pas lorsqu'on subit ce mode de vie, pas lorsque ce n'est pas notre décision. C'est en partant de ce constat que Cal Newport, auteur d'essais et professeur d'informatique à l'université de Georgetown à Washington, est parti à la recherche de solutions pour repenser notre mode de travail. Le livre Slow Productivity propose des concepts, mais aussi de nombreux exemples et techniques applicables dans son quotidien. Je vais ici vous en révéler une petite partie en vous présentant un court résumé du livre. Le concept de Slow Productivity ou de productivité lente se compose de 3 idées principales pour modifier son organisation du travail. Idée 1, moins remplir son plat. La première proposition à considérer pour changer son mode de vie est la suivante. Faire moins de choses, mais le faire mieux. Dans le livre, Cal Newport dit cette citation « Vous ne pouvez pas être surchargé et lancer frénétiquement 100 projets si vous êtes excessivement concentré pour faire quelque chose de vraiment bien. » Le livre débute avec l'exemple d'Andrew Jones Wales, un mathématicien britannique et professeur à l'université d'Oxford, célèbre pour avoir résolu le grand théorème de Fermat en 1994. Ce théorème, l'un des plus ardus à prouver, avait défié les mathématiciens pendant plus de 3 siècles. Conscient de l'ampleur de la tâche, Andrew Wiles choisit de réduire ses engagements. Il abandonna les travaux qui ne contribuaient pas directement à la résolution du théorème de Fermat, évitant ainsi les longues conférences et les colloques. Mais par contre, en raison de ses responsabilités au département de mathématiques de Princeton, il continua à donner des cours et à encadrer ses étudiants. Mais dès qu'il le pouvait, il se retirait des distractions universitaires pour travailler depuis chez lui sur ce problème complexe. Pendant 5 ans, à partir de 1986, le mathématicien d'Oxford progressa presque en secret, souvent dans le calme de son bureau à domicile, en se concentrant uniquement sur cette quête. Enfin, en 1993, Andrew Wiles dévoila ses résultats devant les plus grands mathématiciens et les médias, marquant ainsi l'aboutissement de 8 années de dévouement et de travail acharné. Cal Newport prend cette histoire comme exemple de slow productivity, de productivité lente. Le mathématicien anglais réussit à mener à bien sa recherche en réduisant sa charge de travail avec des règles très simples, comme par exemple ne plus participer aux conférences et travailler régulièrement depuis chez lui, ce qui lui laissa de longs moments de disponibilité pour se consacrer pleinement à la résolution du théorème. Le premier pilier de la productivité lente est de faire moins de choses pour pouvoir le faire mieux. En réduisant ses obligations, en limitant sa liste de tâches, on peut récupérer du temps précieux à consacrer à un projet important. En plus des personnalités qui servent d'exemple, le livre contient de nombreux conseils applicables dans son quotidien. Par exemple, limiter ses tâches. Selon l'auteur, l'une des joies de ralentir son rythme est de se libérer de la pression productiviste. Seulement, pour atteindre ce bénéfice, il est nécessaire de simplifier son organisation quotidienne. Pour organiser une journée de travail raisonnable, il propose 2 suggestions. La première d'entre elles, réduire le nombre de tâches dans sa liste. Il conseille de supprimer entre 25% et 50% des tâches que vous avez prévues. L'humain est très optimiste quand il s'agit d'estimer le temps que prennent des tâches et la charge mentale qu'elles vont demander. Couper une partie des tâches prévues va augmenter le temps disponible pour les projets importants et pour les besoins personnels. La deuxième, réduire le nombre de rendez-vous dans son agenda. Une bonne approche pour y parvenir est de ne pas planifier plus de la moitié de sa journée de travail avec des rendez-vous. Par exemple, une méthode simple consiste à ne pas prendre de rendez-vous le matin. Si c'est pas possible pour vous, une autre approche est de suivre le principe « 1 heure de réunion égale 1 heure pour moi ». Ainsi, lorsqu'un rendez-vous d'1 heure est planifié, bloquez également dans votre agenda 1 heure pour avancer sur votre travail. Le but de ces principes est de dégager du temps pour ces projets sans être englouti par des réunions chronophages, permettant ainsi de progresser sur les dossiers importants, ceux qui vous tiennent à cœur. Cal Newport propose également une autre approche pour planifier ses journées. Il conseille de ne travailler que sur un gros projet par jour.
Ça signifie pas qu'il faut consacrer toute sa journée à ce projet, mais plutôt qu'il faut lui réserver un créneau spécifique pour se concentrer pleinement dessus. Parce que vous aurez sûrement des obligations quotidiennes que vous ne pouvez pas annuler, telles que des réunions, des réponses à des emails et des appels téléphoniques, en plus de plein d'autres tâches à accomplir. Son conseil est donc de se focaliser sur un seul projet majeur par jour, en lui dédiant un temps précis pour avancer de manière significative. Ce concept lui a été transmis par sa directrice de thèse du MIT. Il raconte qu'elle était incrédule face à ses tentatives de jongler entre différentes recherches académiques, l'écriture d'un livre et des réflexions en mathématiques numériques, son domaine d'étude. La professeure préférait, elle, se concentrer pleinement sur un seul sujet à la fois, le terminer puis passer complètement au suivant. Bien sûr, il avait tort alors qu'elle avait raison. Ce rythme de travail consistant à se concentrer sur un seul projet à la fois permet de faire des progrès significatifs tout en réduisant la charge mentale et l'anxiété. Sur le moment, le projet peut sembler avancer très lentement, mais cependant, avec du recul, cette approche permet de mieux travailler sur chaque projet. Idée 2, le retour des saisons. Bosser à un rythme effréné en enchaînant les jours intenses de 9h à 18h pour terminer les différents projets le plus rapidement possible avant de rentrer à la maison pour gérer sa vie de famille et sa vie personnelle va générer stress et angoisse. Cette organisation doit être repensée. Pourtant, notre organisation du travail est restée presque identique depuis la révolution industrielle du XVIIIe siècle. Cette révolution a profondément transformé le mode de vie. Il est loin le temps où les agriculteurs et les artisans suivaient les saisons pour mener à bien leur boulot. Les agriculteurs suivaient les saisons au rythme des plantes et des animaux, alternant des périodes intenses pour semer et récolter, et des périodes de calme, notamment en hiver, lorsque les plantes ne poussent pas. L'industrialisation a complètement changé ce rythme. Elle a standardisé les tâches pour que la production puisse fonctionner sans interruption. On ne suit plus les saisons. Chaque jour est exactement le même. Face au travail sans repos, les travailleurs se sont rassemblés pour pousser à créer une législation pour protéger leur santé. En 1936, le Congrès américain vote le Fair Labor Standards Act, qui limite le temps de travail dans les usines à 40 heures par semaine. Avec le temps, cette durée de travail, initialement conçue pour les usines, est devenue la norme dans la majorité des métiers. Pour la plupart des travailleurs, ces durées de travail rigides n'ont pas de sens. On peut passer plusieurs heures sans rien accomplir de significatif, alors qu'il est possible de résoudre des problèmes complexes en quelques minutes lorsqu'une bonne idée émerge. Ce n'est pas le temps passé qui compte, mais la qualité du résultat. Dans son livre, Cal Newport s'inspire de scientifiques, écrivains et artistes pour proposer des idées d'organisation du travail qui s'éloignent du schéma traditionnel des 8 heures par jour, de 9h à 12h et de 13h à 18h. Il préconise davantage de variations afin de suivre un rythme naturel qui préserve la santé physique et mentale. Attention, le but n'est pas d'arrêter de travailler, loin de là. Le but est même d'être plus ambitieux que jamais, de travailler sur des plus grands projets, mais en respectant le rythme naturel du corps et de l'esprit. L'un des exemples cités est celui de l'artiste peintre Georgia O'Keeffe. L'artiste commença sa carrière sur les chapeaux de roue. En 1908, à 21 ans, après des études d'art à Chicago et à New York, elle avait besoin d'argent pour vivre et trouva un emploi de dessinatrice publicitaire à Chicago. En 1910, elle déménagea avec sa famille en Virginie. Là, elle commença à enseigner le dessin dans plusieurs écoles de la région. Quelques années plus tard, elle s'installa au Texas pour enseigner le dessin dans l'école publique de la ville d'Amarillo. Durant l'été, Georgia retourne sur la côte Est pour donner des cours à la Columbia University's Teachers College, tout en prenant aussi des cours de formation continue à l'Université de Virginie pour parfaire ses techniques. Durant plusieurs années, elle jongla entre plusieurs postes d'enseignante en Caroline du Sud, à New York et au Texas. Malgré ses nombreux efforts pour enseigner, Georgia O'Keeffe continua en parallèle à étudier la peinture et à développer son style visuel moderne. Créer ses peintures tout en enseignant ne fut pas facile du tout. Elle dut passer par de grandes périodes de pause artistique. L'une d'entre elles dura même 4 années. Constatant cela et souhaitant développer son art graphique, elle comprit qu'elle devait changer son mode de vie, car son emploi du temps trop chargé ne lui permettait pas de pratiquer la peinture. Voulu ou pas, en 1918, un changement de vie arriva. La peintre rencontra un homme qui s'appelle Alfred Stieglitz, un photographe renommé et propriétaire d'une galerie d'art influente à New York. Lors d'une exposition de ses œuvres, ils tombèrent amoureux et entamèrent une relation. Après plusieurs années de vie commune, ils achetèrent une maison d'été à la campagne, au bord d'un lac. C'est là qu'elle trouva un endroit calme pour créer. Lors de ses séjours estivaux à la campagne, la peintre adopta une routine simple. Chaque matin, elle se promenait au bord du lac, et chaque après-midi, elle peignait dans une petite annexe qu'elle avait transformée en atelier. Entre 1918 et 1934, elle réalisa un peu plus de 200 tableaux. À l'automne, Georgia rapporta ses œuvres en ville pour les terminer et les exposer. Ces tableaux abstraits inspirés par la nature remportaient un grand succès, et Georgia O'Keeffe devint une peintre américaine célèbre. Sa manière d'organiser sa création en modulant l'intensité selon les saisons fut particulièrement efficace.
Elle profitait de la tranquillité estivale à la campagne pour libérer sa créativité, puis retournait à la ville en l'automne pour finaliser ses tableaux et organiser des expositions. Cette approche attira l'attention et l'intérêt de nombreux autres créatifs. À notre époque, il est rare de trouver des personnes qui adaptent leur rythme de vie en fonction des saisons. La plupart des travailleurs passent leurs 12 mois de l'année devant des écrans d'ordinateur, avec très peu de variations dans leur routine. Le planning de Georgia O'Keeffe semble très original et réservé à certains artistes et auteurs à temps plein, ou à des travailleurs saisonniers dans le tourisme. Mais Cal Newport argue qu'il est possible de varier l'intensité de son travail tout au long de l'année, sans pour autant nécessiter une résidence secondaire à la campagne. Il a réfléchi à plusieurs stratégies pour intégrer de la saisonnalité et varier les efforts dans les métiers modernes, donc pas seulement pour les peintres du XXe siècle. Car nous ne sommes plus au XXe siècle. Bien conscient de cela, l'auteur propose différentes pistes pour recréer des saisons dans son travail et sa vie. Comment intégrer de la saisonnalité dans son travail au XXIe siècle ? La saisonnalité ne se réfère pas seulement à ralentir le travail pendant des saisons entières. Varier son intensité à des échelles de temps plus petites peut également être bénéfique pour atteindre un rythme plus naturel. L'objectif général de cette approche est de vous aider à éviter de travailler dans un état constant de haute intensité avec peu de variations tout au long de l'année. Passer une saison ailleurs peut changer le rythme artificiel de notre quotidien, mais prendre un jour de congé au milieu d'une semaine chargée peut avoir un effet similaire aussi. Vivre une saison calme. En s'inspirant du mouvement des démissionnaires silencieux, qui regroupe des employés qui n'acceptent plus leurs conditions de travail toxiques et, en représailles, ne s'impliquent plus dans leur entreprise. Cal Newport transforme cette idée provenant d'un dégoût du travail et l'adapte pour les personnes ambitieuses. Et si ces tactiques spécifiques permettaient d'atteindre une saisonnalité ? Ici, par exemple, vous décidiez de démissionner silencieusement pendant une seule saison chaque année pour reprendre des forces. Vous pourriez le faire durant la période des vacances de juillet et août ou bien pendant les fêtes de fin d'année. Pendant quelques semaines ou mois, vous réduirez légèrement votre charge de travail. Newport suggère, par exemple, de ne pas se porter volontaire pour du travail supplémentaire, de vraiment se déconnecter de vos mails et de votre téléphone après le travail et d'être à l'aise pour dire non à de nouveaux projets. De nombreux démissionnaires silencieux rapportent que ces petits changements, presque invisibles, peuvent avoir un grand impact sur l'effet psychologique de votre charge de travail. À la fin de votre période de calme, vous reprendrez votre activité au rythme standard, mais avec un corps et un esprit plus énergiques, en plus du bienfait de réduire le risque de burn-out, qui est souvent causé par un excès de travail et de responsabilité. Effectuer un changement durant l'année. Une autre manière de créer une saisonnalité consiste à réorganiser complètement son temps de travail sur l'année pour avoir de longues périodes de temps libre. Par exemple, vous pourriez concentrer vos efforts et travailler de manière intensive pendant certaines périodes, puis prendre une longue pause pour vous reposer et vous ressourcer. Cette approche permet de varier l'intensité de votre travail et de profiter pleinement de périodes de repos prolongées, améliorant ainsi votre bien-être et votre productivité sur le long terme. Par exemple, vous pourriez réduire votre temps de travail en continuant de travailler à temps plein pendant quelques mois, puis utiliser les heures supplémentaires accumulées pour bénéficier de semaines de vacances supplémentaires. Alternativement, vous pourriez convertir vos augmentations de salaire en réduction de temps de travail, en maintenant le même salaire tout en travaillant moins d'heures. Plutôt que de gagner plus d'argent, vous conserveriez le même revenu, mais avec un emploi du temps allégé. Ces stratégies permettent de réorganiser votre année de manière à inclure des périodes de repos prolongées, favorisant ainsi un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Il existe plein de façons d'organiser son temps de travail. Dans la deuxième partie de son livre, Slow Productivity, l'auteur illustre cette idée en racontant l'exemple de l'auteur des romans de James Bond, Ian Fleming. Après la guerre, Ian Fleming, futur auteur des thrillers d'espionnage de James Bond, a accepté un emploi chez Kemsley Newspapers, une entreprise de médias britannique principalement connue pour être propriétaire du Sunday Times. En tant que responsable des correspondants étrangers, il gérait un vaste réseau international de journalistes, un poste pour lequel il était bien qualifié grâce à son expérience dans le renseignement naval britannique qu'il avait conduit tout autour du monde pendant la guerre. Ce qui est pertinent pour notre propos, ce n'est pas les détails de son nouvel emploi, mais le contrat spécial qu'il a signé. Fleming a conclu un accord qui ne l'obligeait à travailler que 10 mois par an. Les 2 autres mois étaient pris comme vacances annuelles. Cette motivation lui est venue en 1942, lorsqu'il fut envoyé en Jamaïque pour enquêter sur l'activité potentielle des sous-marins allemands dans les Caraïbes. Tombé amoureux de la tranquillité et de la beauté de l'île, il a juré d'y retourner. Son occasion est venue en 1946, lorsqu'il a appris qu'une propriété de 6 hectares, près de la petite ville portuaire d'Ora-Cabeza Bay, venait d'être mise en vente. Bien que ce n'était qu'une ancienne piste de course pour ânes envahie par la végétation, Fleming désirait un pied-à-terre en Jamaïque. Il a acheté le terrain, déblayé la végétation et construit une modeste maison d'1 étage, avec des sols en béton et une plomberie rudimentaire.
Les fenêtres qui donnent sur la mer n'ont pas de vitres, expliquait le rédacteur de voyage Patrick Legge Fermor, qui a visité la maison de Fleming peu après sa construction. Cette maison était la raison pour laquelle Fleming avait exigé 2 mois de vacances dans son contrat. Chaque année, il pouvait échapper aux hivers moroses de Londres pour profiter de la lenteur de la vie jamaïcaine. Initialement, ses retraites étaient purement hédonistes, plongées avec tuba le matin et des fêtes le soir. Mais en 1952, à la demande de sa nouvelle femme, Anne Charteris, Fleming a commencé à écrire pendant ses vacances, une activité censée le distraire du stress de sa vie personnelle. Cet hiver-là, il a rédigé une ébauche de Casino Royale, le premier roman de James Bond. Il a ensuite écrit une douzaine d'autres en suivant toujours la même routine générale. Esquisser l'intrigue du nouveau roman à Londres à l'automne, écrire un premier brouillon complet en Jamaïque, puis, en rentrant chez lui au printemps, compléter les dernières révisions à Londres. Il y a un certain romantisme dans ces histoires d'évasion saisonnière qui peut être à la fois extrêmement attirant et frustrant. Il est rare de pouvoir vivre comme un écrivain du siècle dernier à l'heure actuelle. Ce qui était facile pour quelqu'un comme Fleming dans la Grande-Bretagne d'après-guerre semble incroyablement éloigné de la réalité pour la plupart des travailleurs aujourd'hui, qu'ils soient salariés, freelance ou entrepreneurs. Notre seule option semble être le style de saisonnalité simulé décrit avant. C'est mieux que rien, bien sûr, mais c'est pas aussi grandiose que de s'échapper au bord de la mer. Mais le modèle de Fleming est-il vraiment si inatteignable aujourd'hui ? Le livre aborde l'exemple d'un freelance nommé Jenny Blake. Comme Fleming, Blake prend aussi 2 mois chaque année loin de son travail normal. Contrairement à Fleming, cependant, elle n'a pas dû tirer parti d'un statut social élitiste pour gagner la faveur de son employeur. En fait, elle dirige sa propre affaire de formation en entreprise et a simplement planifié ses contrats pour garder 2 mois de son année libre. Ça réduit bien sûr son revenu, mais son objectif n'est pas de maximiser l'argent, mais plutôt de maximiser la qualité de vie. Ajuster son budget pour vivre avec environ 20% de revenus en moins chaque année était un compromis profondément équitable pour les avantages d'une évasion prolongée annuelle. Le modèle de Fleming, bien que romancé, peut donc être adapté et atteint même aujourd'hui en suivant l'exemple de Blake et en réorganisant sa vie professionnelle, pour prioriser d'abord le temps libre et le bien-être. D'autres qui utilisent un modèle à la Fleming sont moins réguliers. Par exemple, une développeuse de base de données freelance nommée Lulu Young improvise des pauses. Entre les projets majeurs, elle consacre souvent plusieurs semaines au voyage ou à la poursuite de nouveaux passe-temps. Elle a par exemple appris la plongée sous-marine, obtenu une licence de pilote et fait un voyage de 6 semaines pour rendre visite à sa famille élargie en Thaïlande. Ce mode de vie, bien que moins structuré, permet à Lulu de profiter de longues pauses sans compromettre sa carrière. En alternant des périodes de travail intenses avec des périodes de repos et de découverte, elle parvient à maintenir un équilibre qui améliore sa qualité de vie. Cet exemple montre qu'il est possible de s'inspirer du modèle de Fleming, même sans la régularité stricte, en intégrant des pauses prolongées et enrichissantes dans une carrière moderne. Pour ceux qui travaillent dans des emplois de bureau standards avec des patrons et des horaires normaux, le rêve de s'échapper complètement pendant des semaines ou des mois est difficile à réaliser. Cependant, si vous travaillez pour vous-même, la principale force qui vous pousse à travailler toute l'année est probablement la convention culturelle. Rien de terrible n'est arrivé à Fleming, Blake, Sullivan ou Young lorsqu'ils ont décidé de se retirer de leur travail normal pendant des périodes prolongées. Ils ont peut-être gagné un peu moins d'argent à court terme, mais je parie que, pour chacun d'entre eux, ce sacrifice en valait largement la peine. Ils ont pu enrichir leur vie personnelle, réduire le stress et améliorer leur bien-être général, démontrant ainsi que prendre des pauses prolongées peut être bénéfique même dans le cadre professionnel moderne. Laissez le temps faire son œuvre. Un autre exemple tiré du livre sur la productivité lente concerne les grands théoriciens et expérimentateurs qui ont fondé la science moderne. Ces grands scientifiques du passé étaient clairement productifs selon toute définition raisonnable du terme. Comment qualifier autrement quelqu'un qui change littéralement notre compréhension de l'univers ? Pourtant, la vitesse à laquelle ils travaillaient sur leurs découvertes monumentales semble, selon les normes modernes, irrégulière et même lente. Par exemple, les idées révolutionnaires de Copernic sur le mouvement des planètes ont été déclenchées par un nouveau commentaire sur Ptolémée, publié en 1496, que le jeune astronome a lu à l'âge de 23 ans. Mais ce n'est qu'en 1915 que Copernic a commencé à rédiger ses théories dans un brouillon qu'il a partagé autour de lui avec des amis. Il a ensuite encore fallu 3 décennies avant qu'il ne publie enfin son chef-d'œuvre, De Revolutionibus Orbium Coelestium. Des révolutions des orbes célestes ou des sphères célestes. Isaac Newton, lui, a commencé à réfléchir sérieusement à la gravité à l'été 1655, après avoir fui la peste à Cambridge pour se réfugier dans la campagne tranquille du Lincolnshire. Il lui a fallu jusqu'en 1670 pour maîtriser véritablement la loi de l'inverse du carré, et encore une quinzaine d'années avant de publier enfin ses théories révolutionnaires. Un autre exemple,
À l'été 1896, Marie Curie était profondément engagée dans une série d'expériences sur la radioactivité, un terme qu'elle venait de créer. Curie était convaincue que certains éléments restaient à découvrir. Elle se trouvait à l'aube de percées majeures. C'est précisément à ce moment-là que Marie, son mari Pierre et leur fille nouveau-née décidèrent de quitter leur modeste appartement parisien pour passer des vacances prolongées à la campagne. Pourtant, ces vacances étaient bien loin de ses préoccupations lorsqu'elle monta sur scène à Stockholm 7 ans plus tard pour recevoir son premier de 2 prix Nobel. Vu à l'échelle rapide des jours et des semaines, les efforts des penseurs historiques comme Copernic et Newton et Marie Curie peuvent sembler irréguliers et lents. Cependant, lorsqu'on les observe à l'échelle des années, leur effort apparaît soudainement indéniablement fructueux. Ces scientifiques inspirent une approche alternative de la planification du travail, dans laquelle nous accordons à nos efforts importants plus de marge de manœuvre, leur permettant de prendre plus de temps et de se dérouler à des niveaux d'intensité variables. Cette approche est non seulement plus durable et humaine, mais elle constitue probablement la meilleure stratégie à long terme pour produire des résultats significatifs. Au XVIe siècle, la vie professionnelle de Galilée était bien plus tranquille et moins intense que celle du travailleur moyen du XXIe siècle. Pourtant, il a réussi à changer le cours de l'histoire intellectuelle humaine. Le conseil le plus important du livre. Voici un des conseils les plus importants du livre Slow Productivity. La plupart des gens limitent leur planification à quelques mois. Vous pourriez avoir pour objectif, par exemple, d'écrire et de soumettre un article académique d'ici la fin de l'automne, ou de lancer un nouveau produit au cours de l'été. Cette planification à court terme est nécessaire, car sans elle, vous risquez de vous laisser distraire par des tâches superficielles et de ne jamais progresser sur des projets importants. Cependant, Cal Newport recommande d'élaborer également un plan couvrant une période plus longue, comme les 5 prochaines années. Le choix des 5 ans est un peu arbitraire, mais l'essentiel est que votre horizon temporel devrait inclure plusieurs années, afin d'élargir votre perspective et de mieux orienter vos efforts. Un autre sujet abordé dans le livre est de se pardonner. Un ajout important qu'a voulu faire Cal Newport dans son livre concerne les périls psychologiques liés à la prise de temps. La planification du travail est délicate, surtout pour des projets importants. Parfois, vous pouvez laisser traîner quelque chose trop longtemps, manquer des échéances ou des opportunités, ou bien vous constatez que vous avez pris du retard sur vos objectifs. Ou bien vous vous imaginez en artiste cultivant lentement un chef-d'œuvre, mais vous réalisez finalement un jour que vous êtes juste en train de procrastiner. Il est tentant de réagir à ces périodes de faible productivité en vous imposant une surcharge de travail écrasante. Vous pensez peut-être qu'en étant épuisé, personne ne pourra vous accuser de paresse. Mais c'est une grosse erreur. Non seulement elle est insoutenable, mais à long terme, elle ne vous rapprochera pas de la réalisation de travaux importants. Il est normal que vos efforts pour prendre plus de temps vous mènent parfois temporairement hors du chemin choisi. Cela arrive à tous ceux qui ont essayé d'accomplir quelque chose d'important. Ne précipitez pas votre travail le plus important, permettez-lui au contraire de se dérouler sur une chronologie durable, avec des variations d'intensité dans des environnements propices et sains. Idée 3, se concentrer sur la qualité. La troisième et dernière idée de la productivité lente exige que vous vous concentriez sur la qualité de l'activité principale de votre vie professionnelle. Se concentrer sur la qualité exige souvent de ralentir, car l'attention nécessaire pour s'améliorer est incompatible avec l'agitation et la pseudo-productivité. L'exemple le plus célèbre de la qualité exigeant des restrictions est le retour triomphal de Steve Jobs chez Apple. Lorsque Jobs a pris les rênes en tant que PDG intérimaire en 1997, l'entreprise venait de connaître un trimestre où ses ventes avaient chuté de 30%. Jobs a rapidement identifié le problème. C'était la prolifération des produits. En réponse aux demandes des détaillants, Apple avait développé un nombre de variations croissantes de ses ordinateurs, y compris une douzaine de versions différentes de son Macintosh autrefois renommé. Selon Walter Isaacson, biographe de Jobs, ce dernier a commencé à poser une question simple aux principaux responsables. Lequel dois-je dire à mes amis d'acheter ? Face à l'incapacité de fournir une réponse claire, il a décidé de réduire la gamme de produits à seulement 4 ordinateurs. Un ordinateur de bureau et un portable pour les professionnels, ainsi qu'un ordinateur de bureau et un portable pour les utilisateurs occasionnels. Cette simplification a permis à Apple de concentrer ses efforts sur la qualité et l'innovation, rendant ses produits distinctifs. C'est à cette époque que l'iMac coloré et bulbeux et l'iBook en forme de coquillage ont été lancés. La décision de Jobs de privilégier la qualité à la complexité a porté ses fruits. Au cours de sa première année fiscale depuis le retour de Steve Jobs, alors que son plan était encore en cours de mise en œuvre, Apple a perdu plus d'1 milliard de dollars. L'année suivante, l'entreprise a réalisé un bénéfice de 309 millions de dollars. Décider de ce qu'il ne faut pas faire est aussi important que de décider de ce qu'il faut faire, a expliqué Jobs. Cette relation entre qualité et lenteur existe également à des échelles plus petites.
Cal Newport a mené l'enquête auprès de ses lecteurs et de nombreux individus ont découvert que la quête de la qualité exigeait la simplicité. Un consultant nommé Chris, par exemple, a considérablement amélioré la qualité du travail de son équipe en limitant les emails à 1 heure le matin et à une demi-heure le soir, tout en imposant une période de travail profonde de 3 heures chaque après-midi à tous ses employés, sans réunion, sans message et sans appel. Abby, une directrice de recherche, a raconté une histoire similaire. Elle se sentait fragmentée sur 1 million de projets, ce qu'elle trouvait épuisant. En prenant un nouveau poste, elle a décidé de se concentrer sur 2 objectifs majeurs. Cette clarté lui a permis de s'éloigner de l'agitation frénétique et de mieux s'organiser. Garder ces 2 objectifs à l'esprit m'aide à déterminer ce à quoi dire non et comment m'organiser, a-t-elle expliqué. Un consultant pour une organisation à but non lucratif nommé Bernie a également tiré parti de cette organisation simplifiée. Comme il le résume, un petit travail de qualité chaque jour produit des résultats plus satisfaisants que du travail frénétique empilé sur du travail frénétique. Une fois que vous vous engagez à faire quelque chose de manière excellente, l'agitation devient presque impossible. Mais voilà, comment ne pas tomber dans le piège de la perfection? L'auteur nous donne également un conseil précieux pour équilibrer l'obsession et le perfectionnisme. Son conseil est le suivant: accordez-vous suffisamment de temps pour produire quelque chose de remarquable, mais pas un temps illimité. Concentrez-vous sur la création de quelque chose d'assez bon pour attirer l'attention de ceux dont vous appréciez le goût, mais libérez-vous de la nécessité de forger un chef-d'œuvre. Ce qui compte, c'est le progrès, pas la perfection. Cal Newport conclut son livre par ces mots qui encapsulent parfaitement le but de son livre et de sa réflexion. Ce qui compte finalement, c'est où vous finissez, pas la vitesse à laquelle vous y arrivez, ni le nombre de personnes que vous impressionnez avec votre agitation frénétique en cours de route. Nous avons essayé l'approche rapide pendant au moins 70 ans. Ça ne fonctionne pas. Il est temps d'essayer quelque chose de plus lent.